nous, on est là pour parler de la question des incitations politiques à essayer de faire autrement, qui est un petit peu la thématique, si j'ai bien compris, la première table ronde, puisque je suis arrivée à la fin. Ce qui est intéressant, nous, on regarde la façon dont les secteurs aujourd'hui peuvent être perçus sur des grilles d'analyse extra-financières, donc sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Et en gros, il y a 10 ans, quand la politique s'est lancée il y a 10 ans, le secteur high-tech, c'était le secteur des solutions. C'était effectivement un secteur a priori peu polluant et qui apportait par le biais des technologies un certain nombre de solutions qui étaient plutôt associées d'ailleurs presque à un élément positif du développement durable. Ils n'étaient pas ce qu'on appelait nous les secteurs en première ligne, comme peuvent l'être le pétrole, le gaz, le secteur minier. Et puis en 10 ans, on est passé à l'inverse, j'allais dire, non pas qui est effectivement aujourd'hui identifié comme un énorme consommateur d'énergie, hein, je ne refais pas le dessin, et que donc à ce titre-là, le sujet devient extrêmement important, que cette énergie, elle est en augmentation constante et donc un certain nombre de problèmes, qu'il y a aussi des problèmes sociaux qui sont associés, et on va y revenir avec l'une de nos invités, et que les questions de gouvernance, c'est pas le secteur où c'est le plus compliqué sur le nucléaire, mais il peut y en avoir à certains endroits et selon certaines entreprises. Il faut savoir qu'une étude de l'ONU a décomposé un ordinateur et a constaté qu'il fallait 240 kg de combustible fossile, 1500 litres d'eau et 22 kg de produits chimiques pour produire un ordinateur. Une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que certaines entreprises, pour s'installer dans des pays à bas coût, demandent des subventions, mais des subventions quelquefois en nature. C'est-à-dire des subventions en eau. Et il s'est déjà trouvé dans certains pays qui avaient accordé des subventions en eau que l'eau partait pour donc, les industries d'électronique et il n'y avait plus d'eau pour l'agriculture vivrière. C'est-à-dire que les gens sur place, non seulement ils étaient exploités, mais ils n'avaient plus d'eau pour faire pousser leur nourriture. Ensuite, en ce qui concerne les conditions de travail, et ce sont des jeunes filles qui travaillent dans les usines d'électronique, des jeunes filles migrantes qui arrivent soit des régions reculées de Chine ou d'autres pays, qui ne connaissent pas leurs droits évidemment, qui travaillent souvent jusqu'à 370 heures par mois, donc il y a des violations constantes du droit du travail, ça c'est évident. Qui utilisent beaucoup de produits chimiques qui sont très dommageables pour leur santé, souvent à long terme. Et c'est la même chose dans les pays du Sud quand il s'agit de défaire les ordinateurs pour pouvoir obtenir tous les métaux précieux. Donc là, c'est aussi une calamité, aussi bien pour les gens qui le font que pour l'environnement, puisque ça part dans les nappes phréatiques. Donc je vais parler maintenant des consommateurs privés. Il y a une campagne qui s'appelle Make IT Fair et qui vise plus particulièrement les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, un peu comme c'est le même système que Amnesty, envoient des cartes aux fabricants en disant on voudrait que les iPhones qu'on achète soient produits dans des conditions de travail équitables, on voudrait que les matières premières soient produites soient extraites dans des conditions équitables. Donc ça c'est une campagne qui s'adresse à des jeunes, Make IT Fair. Et puis il y a l'autre campagne qui s'appelle Procure IT Fair, qui en fait est une copie, si on peut dire, d'une campagne qui était américaine en Californie qui s'appelle Toxic Free Campaign, qui avait été menée dans les universités californiennes et qui demandait à ce que les ordinateurs soient produits sans produits toxiques. Chaque ONG dans son pays doit mener des actions. Donc ces actions visent à introduire des critères sociaux et économiques, sociaux et environnementaux dans les appels d'offres. Il se trouve que l'Europe, en 2004, a produit deux directives qui disent d'ailleurs, il est possible d'introduire donc des critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres. Et là, je cite un article 26, les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales, journal officiel de l'Union européenne. Et mon vœu, c'est que donc cette campagne Procure IT Fair était destinée à la fois au pouvoir public, aux collectivités et aux universités. Donc si ici il y a des représentants des collectivités publiques, j'imagine qu'il y en a quelques-uns, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, je voudrais bien leur demander qu'ils fassent un effort pour inclure des critères sociaux et environnementaux dans leurs appels d'offres, sachant qu'en mettant dans les conditions d'exécution du marché, avec obligation de contrôle et de reporting, etc. Alors donc aussi bien donc, les ministères que les universités. Pour le secteur du numérique en général, les trois lettres ESG veulent dire quelque chose. ESG c'est environnement, sociétal et gouvernance.
c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'en fait nos entreprises évoluent sur un secteur qui est fortement diffusant dans la société, c'est-à-dire l'usage qui est fait de nos équipements permet un progrès social, sociétal. En regard de ça, il y a un impact très bénéfique écologique sur l'ensemble de la société, notamment par des technologies qui vont arriver, qui sont balbutiantes pour l'instant, mais qui s'appellent par exemple le smart grid. Le smart grid, ça veut dire, c'est en fait rendre intelligents les réseaux électriques, à la fois pour la production d'électricité et la consommation d'électricité. Donc on s'attend à réduire pratiquement d'un tiers la consommation électrique d'un pays comme la France. L'usage du numérique dans le transport, dans le télétravail, la visioconférence, ça évite effectivement de prendre l'avion par exemple. La dématérialisation, c'est important. La déclaration des impôts en ligne, et ça fera économiser 200 millions de tonnes de CO2 par an. Les équipements ont un impact pour faire en sorte que par exemple, les personnes handicapées aient une vie aidée par ces dispositifs, mais aussi il faut penser par exemple aux chômeurs qui recherchent un emploi, aux personnes qui cherchent l'information en ligne, etc. Donc il y a un impact sociétal très fort. On pense que le monde est en train de passer d'un paradigme environnemental, on y est, en quelques années ça s'est fait, ça n'a pas été très long, pour arriver à un paradigme plus large, qui intègre les composantes S et G, sociétale et gouvernance. Il y a 1 an et demi, la Fédération française des télécoms, donc qui regroupe les opérateurs télécoms français, a signé une charte d'engagement qui était à la fois sur l'impact environnemental des télécoms en France, mais également sur la prise en compte de critères RSE dans les appels d'offres. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y ait une évolution de ce côté-là pour que les industriels donnent aux recycleurs plus d'informations pour améliorer l'efficacité du recyclage? Alors c'est des éléments qui sont en train d'évoluer là aussi. Il y a des standards qui apparaissent. L'évolution de la D3E vers la D3E Pro pose question justement de la partie insertion des recycleurs et des professionnels aujourd'hui, savoir comment les filières vont pouvoir agir. Les industriels qui ont un volume suffisant d'équipements commercialisés aujourd'hui ont mis leur propre filière en place, et dans leur propre filière, ils ont formé soit les entreprises qui sous-traitent leur recyclage, soit les opérateurs pour pouvoir récupérer les produits, éventuellement les démanteler, vérifier s'il y a réparation possible des équipements pour les remettre en circulation. La norme ISO 26000 est d'abord pas une norme déjà parce qu'elle n'est pas certifiante d'une certaine façon, et elle est plus autour de l'organisation de la démarche du processus ISR et de la relation avec les parties prenantes. Là on était plutôt sur un sujet gestion des impacts, ce qui fait partie du tout. Hein. Il y a énormément d'entreprises qui ont des codes de conduite, mais comment ça se fait que sur le terrain ça se passe d'une toute autre manière? C'est ça le problème. C'est le problème aussi de comment dénoncer l'écart entre le code et la réalité. Si par exemple vous avez signé la charte de la diversité, que vous êtes condamné pour pratique discriminatoire, vous êtes plus condamné. Le risque de réputation qui paraît anecdotique pour un investisseur est extrêmement important, et pour une entreprise aussi. En termes de marché boursier aujourd'hui, la plupart des valorisations, ce qu'on appelle en langage technique l'alpha, c'est 80% de la valeur d'une entreprise, c'est de l'intangible. C'est de l'intangible. Et dans l'intangible, il y a la réputation. Ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans le bleu total pour l'instant sur des scénarios d'avenir. Autant sur le climat, il y a eu on sait des choses, on peut faire des scénarios. Autant sur les questions, quand on est dans les questions IT, on est dans le bleu sur les usages, sur les innovations, sur les rythmes. On a un niveau d'innovation qu'on n'a pas trop connu justement dans la société jusqu'à présent. Quand la loi de Moore nous permet de doubler, c'est la conjecture de Moore, permet tous les 18 mois de doubler la puissance des systèmes, ça permet des usages auxquels on n'avait aucune idée il y a quelques années encore. Donc c'est compliqué de jouer les futurologues et de vous dire où on sera en 2030.